Je crois que nous avons affaire à des professionnels. D'après Galilée, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre, la cristallisation. Pour introduire cette vidéo, nous allons observer cette première photo qui représente un diamant, puis cette seconde qui représente du graphite. Savez-vous que tous les deux sont constitués d'un seul élément chimique, le carbone? Mais pourquoi alors sont-ils si différents? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord voir des cristaux dans les organismes vivants, puis nous verrons les cristaux dans les roches qu'on appelle les minéraux, et enfin, nous verrons comment le processus de cristallisation influence la nature des roches. Prenons pour exemple comme premier cristaux dans les organismes vivants les cristaux d'hydroxyapatite. Ces cristaux, on va les retrouver dans les os. Vous voyez ici un os. Si l'on zoome sur cette partie-là, on va voir donc à l'extérieur de l'os ce qu'on appelle l'os spongieux et à l'intérieur l'os cortical. Et dans l'os cortical, on va retrouver ce qu'on appelle des fibrilles collagéniques. Donc là, vous avez à peu près les dimensions correspondant. Et donc, la fibrille collagénique aura un diamètre de 50 nanomètres. Vous voyez, c'est tout petit. Et sous cette fibrille collagénique, on va retrouver donc les cristaux d'hydroxyapatite. Si on s'intéresse à la maille élémentaire, donc on va appeler c'est le motif du cristal, on va obtenir ceci. Donc déjà, vous remarquez que ce n'est pas une maille cubique, contrairement au cours précédent que l'on avait vu, mais on retrouve le même principe. La maille, c'est le motif qui va se répéter dans les trois directions de l'espace. Qu'est-ce qui constitue une maille? Voici la formule. On va retrouver trois types d'ions. Tout d'abord, les ions calcium, vous voyez ici en les sphères grises. Les ions hydroxyde, vous voyez ici avec l'oxygène et l'hydrogène, donc OH-, et les ions phosphate, vous voyez c'est les tétraèdres ici en jaune avec au centre atome phosphore et 4 oxygènes en rouge autour. Déjà, on peut vérifier que le nombre d'ions constituant la maille permet de vérifier l'électroneutralité. C'est-à-dire que les ions calcium sont chargés de plus, donc on en a 5, ça fait 5 fois 2, 10 plus. Les ions hydroxyde sont chargés 1 moins, et les ions phosphate 3 moins. Mais comme on en a 3, 3 fois 3, 9, plus 1, 10, donc on a bien 10 moins et 10 plus. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la partie minérale de l'os va constituer 65% de la masse totale de l'os. En fait, c'est ce qui permet à l'os d'avoir cette rigidité. Deuxième exemple de cristaux dans les organismes vivants, les cristaux de calcite et d'aragonite. Alors, où trouve-t-on ces cristaux? On les retrouve dans les coquillages. Vous voyez ici, c'est un coquillage d'huître avec là l'intérieur du coquillage où on a cet aspect nacré et là l'extérieur qui est plus rugueux. Si l'on fait une découpe, vous imaginez qu'on coupe ici le coquillage, donc en une fine lamelle, et qu'on l'observe, on voit que le dessus est constitué d'un type de cristaux, on appelle ça la calcite, et l'intérieur, le dessous, par un autre type, on appelle ça l'aragonite. Alors si on observe cette coupe au microscope, on distingue très bien donc ces deux parties, donc la partie au-dessus donc constituée de calcite, qu'on qualifiera de prismatique, et la partie inférieure d'aragonite, que l'on qualifiera de nacré. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux cristaux ont la même formule chimique, c'est-à-dire qu'ils sont constitués d'ion calcium et d'ion carbonate, on appelle ça le carbonate de calcium. Mais qu'est-ce qui est distinct? C'est le type de maille élémentaire qui va constituer le cristal. Donc voici la maille élémentaire de la calcite et ici la maille élémentaire de l'aragonite. Donc la façon dont vont se disposer les ions dans la maille va avoir pour conséquence une modification des propriétés physiques du cristal, de son aspect visuel ou au toucher. Qu'est-ce qu'un minéral? Alors pour faire simple, nous on va considérer qu'un minéral c'est un cristal dans une roche. Alors je vais prendre l'exemple de deux roches. La première roche c'est ce qu'on appelle la halite. Peut-être c'est un nom qui vous dit rien, mais c'est tout simplement une roche qui est constituée d'un seul minéral et c'est le chlorure de sodium. Pour faire simple, c'est le sel de table. Alors vous vous rappelez dans le chapitre précédent, on avait vu que le chlorure de sodium avait pour maille élémentaire celle-ci, c'est-à-dire en fait vous avez ici les ions chlorure, les ions sodium, et ces deux ions constituent deux mailles élémentaires cubiques à face centrée qui vont être imbriquées. On retrouve, vous voyez, cette maille cubique, ici à l'échelle microscopique, on la retrouve à l'échelle macroscopique, on retrouve cette forme cubique. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez, au cours de la formation du cristal,
en fait, le motif élémentaire va se répéter dans les directions de l'espace et donc on va reformer un cube à grande échelle. Ensuite, deuxième exemple, comme roche, le granit. Alors le granit, lui, ça va être une roche qui est constituée de plusieurs minéraux. Alors on va essayer d'identifier ici. Vous voyez ce qui est en noir, c'est ce qu'on appelle du mica noir. Ici, vous avez un cristal de quartz et par exemple ici donc du feldspath. Donc voilà deux exemples de deux roches, une constituée d'un seul minéral, la halite, et un constitué de plusieurs minéraux, le granit. Comment se forme une roche? Donc on va prendre l'exemple des roches magmatiques qui se forment quand un magma se refroidit et se solidifie. Alors pour bien comprendre, je vous fais apparaître ici la coupe d'un volcan, où l'on voit tout en bas ce qu'on appelle la chambre magmatique, donc qui va contenir le magma. Alors le magma, c'est de la matière à l'état liquide. Une partie de ce magma va se retrouver, on va dire, piégée dans une espèce de cavité ici, qui s'appelle des cils. Et donc, qu'est-ce qui va se passer là? Donc, le magma à l'état liquide va se solidifier, mais très très lentement, puisque la température à laquelle va se passer ce processus-là va être proche de la température du magma. Contrairement à s'il était exposé à l'air ici, où la température de l'air serait beaucoup plus inférieure que la température qu'on va retrouver ici. Donc on va avoir un refroidissement là, et par exemple il va se former du granit. Ensuite, donc si le magma cette fois-ci suit ici la cheminée et sort au niveau à l'extérieur, au niveau du cratère du volcan, là, il va se répandre sur le versant du volcan, donc il va y avoir une coulée de lave. Dans cette lave, on va avoir une formation par exemple d'obsidienne. L'obsidienne va se former en subissant un refroidissement très rapide, c'est-à-dire que la lave qui a une température relativement élevée, au contact de l'air, va se refroidir brutalement. Et dans cette lave aussi, on va pouvoir distinguer ce qu'on appelle la rhyolite, qui va subir, alors on va dire, un refroidissement intermédiaire entre le granit et l'obsidienne, un refroidissement rapide. Quelle est la conséquence de la vitesse de refroidissement sur les roches? Je reprends l'exemple de mon granit, qui lui a subi, vous vous rappelez, un refroidissement lent. Donc qu'est-ce que l'on constate? C'est que le granit est composé de gros cristaux, uniquement des cristaux différents, mais de gros cristaux, et ils sont tous jointifs. Donc ça donne ce caractère très dur au granit. Ensuite, à l'autre extrémité, lorsqu'on a un refroidissement très rapide, on obtient ce qu'on appelle l'obsidienne. Vous voyez ici une roche d'obsidienne. En fait, celle-ci a une structure amorphe, c'est-à-dire sans cristaux, absence de cristaux, c'est-à-dire que la matière s'est refroidie brutalement, donc est passée brutalement de l'état liquide à l'état solide, et la matière n'a pas eu le temps de former des cristaux qui se répartissent bien dans l'espace, et donc ça s'est solidifié trop rapidement. Donc d'où l'absence de cristaux et cette structure amorphe. Ensuite, si on observe une roche qui a subi un refroidissement intermédiaire entre le refroidissement lent et le refroidissement très rapide, ce qu'on appelle par exemple la rhyolite. Donc là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la présence de cristaux, vous voyez ici, là ou là, au milieu d'une structure amorphe. Donc tout ce qui est là entre les cristaux, c'est une structure amorphe. Donc la rhyolite, c'est un mélange de cristaux dans une structure amorphe. Donc vous voyez qu'en fonction de la vitesse à laquelle se fait la solidification, le passage de l'état liquide à l'état solide, on ne va pas obtenir, à part quasiment de la même matière à l'état liquide, le magma, la même forme de roche. Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction et qui était la suivante. Pourquoi le diamant et le graphite sont-ils différents? Donc on avait vu qu'ils étaient composés du même atome, le carbone, et ce qui va les différencier en fait, c'est la façon dont ces carbones vont se lier entre eux, donc former des structures différentes. Alors, commençons par le diamant. Le diamant, voici donc ce qu'on appelle sa maille élémentaire, qui est constituée uniquement de carbone, c'est les boules noires que vous voyez là, et donc sa maille élémentaire, c'est la maille qu'on avait vue lors du cours précédent, c'est la maille cubique à face centrée. Vous voyez que vous avez un carbone aux 8 sommets du cube et un carbone au milieu de chaque face. Donc 6 carbones au milieu de chaque face. Quelle va être la conséquence de cette maille au niveau des propriétés du diamant? Première conséquence, ça va être un isolant électrique. Pourquoi? Là, je vous fais apparaître ce qu'on appelle le schéma de Lewis de l'atome de carbone. Et les 4 points noirs que vous voyez là représentent les 4 électrons situés sur la couche externe. Ce sont ces électrons-là qui vont participer aux liaisons. Et donc, si on regarde un carbone, en fait, il est entouré, un atome de carbone est entouré de 4 autres atomes de carbone. Donc chaque électron là va être mobilisé pour réaliser une liaison. Donc il n'y aura aucun électron libre permettant la circulation du courant électrique. C'est pour ça que le diamant est un très bon isolant électrique. Deuxième propriété, c'est le matériau en fait le plus dur qui existe dans la nature.
Pourquoi? Parce qu'il a cette structure où chaque atome est bien positionné, bien figé à 4 autres atomes, et donc ça lui donne cette propriété d'être un matériau le plus dur dans la nature. Ensuite, voyons la structure du graphite. Alors le graphite, lui, il est constitué d'un empilement de plans. Alors les traits orange que vous voyez là, en fait, c'est juste pour vous montrer la projection d'un plan sur l'autre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un empilement de plans parallèles. Quelle va être la conséquence de ce type de structure? Première conséquence, le graphite va être un très bon conducteur électrique. Pourquoi? Là, cette fois-ci, si on regarde un atome de carbone, il est lié seulement à 3 autres atomes de carbone. Donc il y aura 3 électrons là qui vont être mobilisés, et le quatrième va pouvoir permettre la circulation du courant électrique. C'est pour ça que le graphite est un très bon conducteur électrique. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le graphite, c'est le matériau qui est utilisé pour réaliser les mines de crayon. Et quand vous écrivez, en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, ces empilements de plans, ces plans sont très peu liés entre eux, quasiment pas. Et donc, quand vous écrivez, en fait, vous arrachez un plan et ça vous fait un trait sur votre feuille. À partir du carbone, dans quelles conditions va-t-on obtenir du diamant ou du graphite? Pour répondre à cette question, on va utiliser ce qu'on appelle le diagramme des phases du carbone. Alors, le mot phase, c'est synonyme d'état. Donc ce diagramme va nous servir à connaître l'état du carbone en fonction de 2 paramètres que sont la température et la pression. Alors je vais commencer par la température qui est exprimée ici en Kelvin. Alors l'unité du Kelvin, c'est une unité physique de la température. Et pour le retenir, en fait, ayez en tête que quand on a à peu près une température ambiante autour de 25-30 degrés Celsius, ça correspond à 300 Kelvin. Donc là on a 2000 Kelvin, donc 300, ça serait par ici, d'accord? Donc là on a des températures relativement élevées. À un moment donné, on a la pression. Alors la pression qui est exprimée ici en gigapascal. Alors pareil, pour que ce soit plus concret, il faut savoir que nous, du fait de la présence de l'air, on baigne dans une pression de 1 bar. Et 1 bar, c'est 10 puissance 5 pascal, 100 000 pascal. Donc 1 méga, comme c'est égal à 10 puissance 6 pascal, ça fait 0,1 mégapascal. Et alors, ensuite, il faut savoir que 1 gigapascal, donc c'est 10 puissance 9 pascal, donc 10 puissance 3 mégapascal, donc on pourrait dire aussi 10 000 bars. Donc en fait là on va avoir 10 000 bars, là on a 10 bars, et là on a 10 puissance 5 bars. Donc vous voyez que ces pressions là aussi sont très élevées par rapport à la pression ambiante due à l'air. Maintenant, comment est-ce qu'on utilise ce diagramme? En fait, en fonction de la température et de la pression, on va lire l'état dans lequel se trouve le carbone. Un exemple, si je vous dis j'ai une température de 8000 Kelvin, donc je vais me situer ici, et une pression par exemple de 100 bars, donc 0,01 gigapascal. Donc voilà, le point se trouve là. Donc mon carbone se trouve à l'état gazeux. Maintenant, toujours à la température de 8000 Kelvin, maintenant je me place par exemple à 1 gigapascal. 1 gigapascal, 8000 Kelvin, le carbone est à l'état liquide. Et de la même façon, si je continue toujours à 8000 Kelvin de monter, par exemple au niveau à peu près, on va dire ici de 200, 300 gigapascal, là le carbone sera à l'état solide. Et vous voyez que l'état solide, on va distinguer plusieurs états dans l'état solide. Il y a le diamant ici, le graphite là, et là on a ce qu'on appelle un état métastable. Aussi bien diamant ou graphite métastable, ou graphite ou diamant métastable, c'est-à-dire c'est des états solides du carbone qui ne vont pas rester éternellement. C'est-à-dire à un moment donné ils vont changer d'état, donc nous on ne va pas en prendre en compte ces 2 états. Donc l'état solide, il y a soit diamant, soit graphite. Vous voyez que ce qui va distinguer l'état graphite de l'état diamant, en fait, alors au niveau des températures, vous voyez, c'est quasiment les mêmes, ça va être la pression. Je reprends l'exemple de ma cristallisation. Si j'ai du magma liquide, à l'état liquide, donc si je veux former du diamant, en fait, il faudra que le refroidissement se fasse à haute pression. Si ma pression est plus basse, par exemple ici, mais là je vais former du graphite. Lorsque je refroidis du magma, selon la pression, je vais soit former du diamant, soit former du graphite. Les diamants que l'on retrouve sous terre, qui ont été formés naturellement, sont formés dans des conditions de très haute température et pression. Donc on devait être par ici, sur le diagramme. Et donc pour obtenir ces conditions-là, il faut qu'on se situe à 140 à 190 km dans le manteau terrestre. Vous voyez, c'est une très grande profondeur dans la Terre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les diamants qui ont été formés, que l'on trouve dans des mines à l'heure actuelle, ont nécessité de 1 à 3,3 milliards d'années. Ayez en tête que la Terre a été formée il y a à peu près 5 milliards d'années. Donc vous voyez, la durée de formation des diamants est très longue. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite bon vent les scientifiques. C'est de toute beauté.